petit c, la res cogitans comme exclusion de la différence, le pouvoir culturel. Arrêter le temps. Nous avons constaté que c'était la problématique même du genre humain, car cet arrêt est alors un faire, le commencement de la praxis. Le temps s'arrête avec le cogito cartésien. Alors, la pensée s'approprie le temps. Elle se fait le temps de la pensée. C'est la res cogitans. Tout le cogito est une spéculation sur l'originel procès de production. Deux points. Donation d'existence par la pensée et donation de pensée par l'existant. C'est la loi de l'engendrement réciproque qui est possible par le jeu des principes logiques d'immanence, d'identité, de synthèse. Le cogito ne fait que reconnaître cette loi pour s'approprier son application. Je pense, donc je suis, égale penser pour exister et exister pour penser, égale res cogitans, égale noblesse de robe, égale pouvoir. Alors la pensée se reconnaît. Elle connaît une seconde fois, elle-même. D'immanente au procès de production, elle s'extrait du faire pour se reconnaître en son autonomie. Elle est dans le procès de production, cogito pré-réflexif, et dans la chose produite, de point, res cogitans. La pensée de cette différence est le dédoublement sujet-objet. Le sujet de la connaissance étant aussi l'objet de la connaissance. C'est une nouvelle identité, mais tautologique et formelle. C'est le grand renfermement du cogito cartésien. La pensée se fait penser de la pensée. Deux points. Identité parfaite qui arrête le temps, mais qui retire la pensée de la praxis. Alors, le face-à-face d'un cogito vidé de substance et d'une substance inintelligible. Certes, ce cogito échappe à la différence, mais parce qu'il s'exclut de la praxis. Il est le grand récupérateur de classe. L'identité formelle est le moyen d'un pouvoir. Descartes tire le pont-levis pour faire du cogito une citadelle assiégée. S'il restaure le processus identitaire, c'est pour se refuser à la praxis. Du coup, il réduit la res cogitans à une tautologie. Il fige et réifie. Dubito cogito sum, point d'interrogation. Le doute, apporté par la différence, est écarté a priori par une pensée qui a fait son plein d'existence pour devenir l'être même de la pensée. Le cogito cartésien est l'expression de la bourgeoisie de robe qui accède au pouvoir culturel, entre parenthèses, de l'État-nation. La classe sociale des écritures, organisationnelle de la superstructure, de l'administration de l'État-nation, bureaucratie gestionnaire, se referme sur elle-même. Elle gère la pensée. Deux points. Celle-ci sera aussi res, chose créée, deux points, hérédité, vénalité des charges, entre parenthèses, édit de la Paulette. L'intelligence est un métier qui s'achète. Descartes arrête le procès de production du corps sujet et le progrès de classe de la bourgeoisie de robe au moment de leur apogée. Le renfermement de classe est la tautologie du cogito. Je doute, deux points. C'est la petite différence, la nuance qui, ailleurs, s'assume grâce à la dialectique, au tiers, à la médiation. Pour Descartes, c'est sa négation par la redondance de l'identitaire. Je suis, donc je pense, qui est l'autre face du je pense, donc je suis. La classe de la pensée vaut bien la pensée de la classe. Ce sont deux res qui s'identifient dans la ségrégation. Du procès de production, il ne sera retenu que ces deux accomplissements ontologiques, réifiés, deux points, deux substances. La carrière du cogito s'achève en prise de bénéfice, pouvoir de classe. Fin du petit c. Qu'est-ce qu'on fait? On dit après? C'est bon, on est toujours vivant. Non, mais c'est pas je sais pas. Il y a peut-être des s'arrêter. choses. Ouais, peut-être quelque chose d'un peu. On pose les revolvers. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien concentré là, non? Il y a quelque chose de. Ouais, je suis d'accord. Ouais, qui veut me tuer?
Je peux dire non, mais alors, par exemple, un truc, c'est que, tu vois ce qu'on disait, là, on en parlait tout à l'heure avec toi, bon, il le redit, là, d'immanente, il parle de la pensée, d'immanente au procès de production, donc c'est avant Descartes, parce que je comprends. Elle s'extrait du faire pour se reconnaître en son autonomie. Mais ça, c'est pas, là n'est pas le problème, je dirais, quoi. C'est qu'après, elle s'isole de la praxis. Il parle de différence à un moment donné, qui est comme quoi le doute, c'est la petite différence, la nuance qui ailleurs s'assume grâce à la dialectique, routière, à la médiatisation. Et là, il dit que en fait, ce doute apporté par la différence est écarté a priori par une pensée qui a fait son plein d'existence pour devenir l'être même de la pensée. C'est-à-dire que ça s'extrait. Et qu'Oscar disait, c'est pas moi qui... c'est comment son ami d'enfance, on va dire, ou de l'athlétisme, Bernard Charles, qui me disait bon, je racontais l'histoire de ça, comme quoi... et il disait, bah oui, souvent il disait, comme ça en rigolant, je pense donc je suis, donc je suis. Voilà, donc le pouvoir culturel, quand même, on est pas mal placé pour savoir que ça existe, quoi. Et que, effectivement, lui, l'origine jusque-là, quoi. Donc c'est intéressant, quand même, effectivement, parce que on est bien sur la problématique, là, d'une praxis qui serait récusée, quoi, finalement, par ce pouvoir culturel naissant, quoi. Même si c'est pas, il ne dit pas que c'est le fait que ce cogito se révèle en son autonomie est en soi une conquête, mais le problème c'est qu'après il en fait un pouvoir. C'est la thématique de ces passages, quoi, hein. Et donc il en fait un pouvoir parce qu'il n'y a pas la partie du doute, si je comprends bien. C'est parce que c'est un pouvoir, parce qu'il répond à une nécessité de classe, quoi. Oui, d'accord, mais au-delà de ça, quand il dit je pense donc je suis, mais la partie du doute, là, je doute. Alors le doute, moi je crois que là il l'écarte finalement. Kouskar fait. Oui, je sais que c'est je doute, donc je suis aussi, mais apparemment là Kouskar dit que finalement ce doute est écarté, cette différence est écartée, donc, et aboutit à un renfermement tautologique du cogito. En fait, tant que le doute fonctionne, visiblement le capitalisme il s'en sort. Ah ben non. Il s'en sort. Si tu veux, non. C'est ce qui fait les inventions industrielles. Tout le système de déploiement du capitalisme vient bien de cette surenchère du doute, de l'industrie qui invente. Enfin, tous ces éléments-là sont liés sur une spéculation du doute, quoi. Mais là, c'est pas le même doute dont il parle. À mon sens, hein, ce qu'il dit là, c'est en rapport, si tu veux, avec le fait que ce cogito qui émerge à l'époque, tout de suite se referme sur lui-même pour... Pas tout de suite. Je veux dire, en même temps, il y a encore le doute qui permet de justement avoir une dynamique sur l'ouverture aux sciences. Oui, mais il y a une ouverture aux sciences, c'est vrai. Mais en fait, donc c'est quand même le pouvoir est à la connaissance, quoi. On ne peut pas dire que la praxis du travailleur est reconnue à cette époque-là, quoi. Donc il y a effectivement le cogito qui émerge, et c'est une conquête, mais qui vient tout de suite se refermer sur lui-même, finalement, et créer un pouvoir culturel et mondain, finalement, dont on aura encore aujourd'hui, quoi,
encore amplifiés. Encore amplifié, peut-être qu'il est là, encore plus nécrosé, comme... C'est une forme de sujet sans praxis, quoi. Enfin, à mon sens, c'est un peu sans praxis réflexive, quoi, j'entends. Parce que finalement, le cogito apparaissant, il aurait pu tout à fait se retourner sur sa propre praxis pour, voilà. pour la saisir. De la pensée, de la partie pour la saisir. Il ne l'a pas fait. Donc même la science, est-ce que c'est une science avec conscience? Je ne sais pas. C'est un peu... je crois que c'est ce qui est dit, là, quoi. Alors, je n'ai pas compris, quoi. Mais moi je comprends pas du tout, c'est bien qu'on ait lu ce passage finalement, parce que moi je me souviens très bien quand effectivement tu avais été censuré, chez le camarade Mazuel, hein, et puis après on avait été amené à reprendre ce sujet-là, et puis Bourgois t'avait dit qu'il n'était pas d'accord avec toi. Mais moi je suis pas du tout d'accord non plus avec cette façon de... Je pense que là on joue sur deux choses qui sont différentes, à mon avis. Et en fait, il y a deux, c'est ma lecture, hein, il y a deux niveaux là qui sont confondus en fait avec ce texte-là. Il y a d'une part une critique qui en fait fait penser justement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le passage dans les manuscrits de 44, dans le troisième manuscrit, de la critique de la dialectique hegelienne par Marx. Je peux pas faire un long truc dessus, mais en gros, le problème de Hegel, c'est que le travail, c'est le travail de la pensée, c'est le travail de l'esprit, quoi. Donc du coup, il y a de l'objectivation, il y a de l'aliénation, mais qui est une aliénation à l'intérieur du travail de l'esprit, qui doit donc se ressaisir dans l'activité spirituelle, dans la culture, dans les religions, etc. Et la critique marxiste, effectivement, enfin de Marx, une critique marxiste, parce que pour moi, marxiste, en tout cas à ce niveau-là, c'est quasiment pareil, c'est justement de dire, au contraire de ce que pense Hegel, que l'homme est un être objectif. Ce que dit Marx, c'est que pour Hegel, il n'y a pas de caractère objectif de l'homme. L'homme est un être subjectif. Et d'esprit, si on préfère ça. Donc il n'y a pas de... Enfin, quand même, il note il y a quand même une identité sujet-objet. J'ai lu comment il s'appelle, Sanchez Vasquez, là, sur le passage sur Hegel et la praxis. Non, mais là je te cite ce que Marx dit de Hegel. Je dis pas ce que je pense moi, mais je veux dire, c'est la critique qui est faite dedans. Il te dit, voilà, le problème de Hegel, c'est ça, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas de caractère objectif de l'homme. L'homme est un être spirituel, l'homme est l'esprit. Voilà. Et là-dedans, effectivement, il y a une tonalité, enfin moi, en fait, là, le relire, en fait, du coup, après avoir relu les manuscrits, ça fait un peu penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un petit peu comme une critique d'un cogito qui tournerait sur lui-même, qui serait autoréférentiel, et qui n'envisagerait la praxis, le travail, je sais pas si là, dans ce texte-là, en fait, je pense que c'est un petit peu de ça, quand il parle de praxis, là, en fait, il désigne en fait les travailleurs, quoi, les mecs qui bossent. C'est ça qui est problématique d'ailleurs dans ce texte, c'est qu'il y a toujours cette ambivalence du terme praxis qui peut vouloir dire travail, qui peut vouloir dire théorie, qui peut dire plein de choses. Et là en fait ce qu'il te dit c'est que ça va être Descartes va être l'agent intellectuel qui va permettre justement une autonomisation du travail intellectuel, qui va donc plus jamais avoir à référer à une praxis, à quelque chose d'objectif, mais qui va devenir pur don d'ordre d'administration, en quelque sorte. Et effectivement, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une classe qui va s'autonomiser. Et là, il y a justement un problème, parce qu'il y a une critique qui part d'un niveau qu'on pourrait dire ontologique et philosophique, et qui prend prétexte, du coup, de ce niveau ontologique pour pouvoir après aller chercher dans le développement historique de la France qu'il a étudié dans les traits de code, une réalisation de ça, l'émancipation des couches moyennes enfin des couches moyennes, ça veut rien dire, mais en tout cas l'émancipation de la bourgeoisie progressivement, et notamment à travers la bourgeoisie de robe qui va utiliser les avantages de la féodalité pour pouvoir après la renverser, etc. Et c'est là qu'il y a quelque chose de, en tout cas moi je pense, un peu problématique, parce que c'est vrai, enfin, on peut faire une analyse en France de ce que ça a été. Les traits de code, c'est un petit peu ça, hein. Genèse d'un ensemble pré-capitaliste.
Mais c'est un petit peu comme dans les chapitres d'avant où il étudiait l'Antiquité, le passage à l'Empire, et qu'on trouvait que c'était extrêmement superstructurel, c'était une analyse de la famille, c'était quasiment de l'ordre de l'anthropologie, il n'y avait plus du tout du marxisme ni critique de l'économie politique. En fait, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que justement, le problème, c'est qu'il y a les manuscrits de 44 de Marx qui font cette critique de Hegel, qui est une critique en fait encore philosophique, quoi. Parce que c'est ça, en fait, le Marx de jeunesse, c'est un Marx qui est encore philosophe, qui critique Hegel sur le terrain de la philosophie. Il n'est pas encore passé vraiment par la critique de l'économie politique. Mais dans l'idéologie allemande, où il est un peu plus historien et matérialiste, bien qu'à mon avis, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, Fabien, mais assez positiviste dans l'idéologie allemande, Marx, je trouve. Il est très très proche de ce qu'il décrit, et il n'est pas en train de laisser le mouvement d'histoire se faire dans sa conscience, il est au plus proche de ce qu'il étudie et ce qu'il voit. Bah, il fait une critique qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus précise que Kouskar de ce qui se passe. C'est pas vrai de dire qu'il y a eu une espèce de négation idéologique de la praxis par les classes bourgeoises montantes. C'est pas du tout ça, parce qu'au contraire, la bourgeoisie, c'est celle qui émancipe la praxis du règne de l'aristocratie. Oui, mais là, et de la féodalité. Ce qu'il dit, c'est qu'elle le fait, effectivement, c'est la conquête du cogito, mais qu'après, il y a effectivement... Il n'y a pas de forclusion. C'est ça que je... Voilà, il y a une forclusion après du producteur, si, il y a une forclusion du producteur. Une forclusion du producteur, parce que le capitalisme exploite les salariés. Et du coup, c'est ça que j'étais à te dire, c'est que du coup, il y a un problème, parce que toutes les considérations sur l'être non objectif de l'homme dont je parlais tout à l'heure en citant les Manuscrits 44, c'est des choses qui sont encore d'un point de vue ontologique et purement philosophique, et qui ne sont pas immanentes à l'époque. Et du coup, on est face à des problèmes. Parce que là, en gros, quand il te dit, en gros, voilà, il y a l'émancipation de la classe des intellectuels, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu as une époque comme une autre, le travail intellectuel est un travail de prolétaire, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as une essentialisation en fait, du travail. C'est pas le cas. Et qui le rend incapable d'être précis quand il critique l'avènement du capitalisme. Mais Kouskar, il présente toujours, il est toujours dans l'idée, si tu veux, que la praxis est la mesure de toute chose. Hein. Donc, effectivement, il est logique, si tu veux, que dans cette perspective-là, ils reprennent effectivement ce noyau pour analyser des périodes historiques à cette aune-là. Donc là, il est tout à fait dans son genre, on va dire, en essayant d'extraire effectivement qu'est-ce qui se passe si tu veux bien réfléchir au niveau de la praxis, du procès de production, qu'est-ce qui se passe, quelle est la relation, du sujet à la praxis qui se met en place, quoi. Donc si on pense qu'avant, cette relation était finalement quelque chose d'assez fusionnel, quoi. Il disait d'immanente au procès de production, en parlant de la pensée. Donc il y avait quelque chose d'assez immanent, et qui arrive à s'extraire finalement, et finalement, on peut supposer qu'elle s'extrayant, la pensée, elle puisse avoir un retour réflexif sur la praxis. Mais non. Et là, il dit qu'il y a une fermeture, si tu veux, de ce point de vue-là. Donc je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher, si tu veux, un manque de cohérence, quoi. Il est toujours dans je ne dis pas qu'il est dans un manque de cohérence. Je dis pas qu'il est dans un manque de cohérence, je dis qu'il joue sur deux registres différents qui sont d'un côté le niveau philosophique, ontologique sur la conscience en fait. Et le fait d'estimer que, effectivement, comme Marx le fait contre Hegel, par exemple, de supposer est-ce que l'homme est un être objectif, l'homme est un être subjectif, ou comme ça. Et le fait de vouloir appliquer, si tu veux, cette critique-là, qui est d'ordre, en fait, c'est une espèce de phénoménologie de la conscience qui est universelle et qui est finalement assez déshistoricisée, à un truc particulier qui serait le moment de l'émancipation de la bourgeoisie vis-à-vis de la féodalité. Parce que je pense que justement, du coup, le fait c'est que c'est quelque chose qui s'imbrique, c'est deux niveaux qui sont complètement différents. L'un est plutôt le niveau de l'histoire et de l'économie, puis l'autre serait plutôt du point de vue de la philosophie et de l'ontologie. Et c'est deux trucs que du coup, le texte imbrique, donc c'est le texte en fait qui est le support qui permet de définir le lien entre ces deux trucs-là, et que par ailleurs, quand tu lis Marx, par exemple, lui-même,
qui a exprimé dans le manuscrit 44 une critique philosophique de la philosophie idéaliste. Et ce qu'il est capable de faire quand il a des travaux qui sont plus des travaux d'historien, là c'est une question de registre, hein, je veux dire l'idéologie allemande, c'est ça quoi, hein, ce qu'il fait. Il regarde, il explique comment est-ce que d'abord il y a séparation entre les villes et les campagnes, après il y a séparation entre la production et l'échange, après comment est-ce que les villes entre elles vont s'articuler, donc tu as les séparations des villes entre elles, etc. Force est de dire que ça contredit en fait l'idée qu'il y a eu ça quoi. T'as pas d'émancipation de la classe productrice de l'intellect en tant que telle. Tu peux dire que tu as une émancipation du commerce par rapport à la production, par exemple. Ça, c'est déjà plus intéressant. Mais c'est pas une opposition entre le travail et les intellectuels, entre le pouvoir et les gens qui bossent, quoi. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'on peut le voir. Parce que, en tout cas, quand tu lis l'histoire, c'est pas comme ça que ça se passe. De toute façon, il y a deux registres. Chez Kouskar, je crois, il y a deux registres. Il y a effectivement un registre social qui traite, parce que le trait de code, finalement, c'est que ça, c'est point de vue historique. Oui, il le traite, mais il le traite avec... Dans l'histoire. Non, mais il le traite. Il fait parler l'histoire avec cette dichotomie. Et il y a également un niveau ontologique. Effectivement, il y a ce niveau ontologique qui, apparemment, donc, chez Marx, n'est pas là où... Alors bon, ça c'est la controverse. Est-ce qu'il a eu le temps ou est-ce qu'il n'a pas eu le temps? Bon, ça, on la met de côté. Bon, c'est une... j'ai quand même su qu'il y avait quand même 20 tomes de correspondance Marx-Engels, dont 13 sont simplement traduits en français. Peut-être qu'il y a des trucs cachés. En tout cas, bon, apparemment, donc, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a une ontologie, effectivement, chez Marx, de la praxis, à part le début donc des thèses sur Feuerbach. Mais après, effectivement, ça s'autonomise, etc. Et on rentre effectivement dans un registre qui est purement social. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, ou est-ce qu'il jugeait que ça n'avait pas lieu d'être? Ça, c'est une question. Il y en a qui disent un côté, d'autre l'autre. J'en sais rien. Il faudrait étudier la question. Mais voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse s'interdire finalement le niveau ontologique pour se maintenir dans une logique purement sociale, finalement, une logique purement capitale. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais dire que quelque part, le capitalisme dirait l'universel, c'est-à-dire que... Le capitalisme de quoi? Le capitalisme, même si de manière négative ou inversée, si tu te bases là-dessus uniquement, tu peux dire qu'il serait suffisant d'étudier le capital ou le capitalisme pour dire l'universel. Je pense que le capitalisme, pour Kouskar, ça doit être un moment de l'histoire, mais ce n'est pas quelque chose qui est ontologisé comme... Ah si, justement. Non, mais chez Kouskar. Non, mais justement. Ça n'est pas. Mais si, justement, ça l'est pour la raison... Non, mais ça l'est à l'envers, pour la raison que je vais te dire. C'est que, justement, il attend quoi? Il attend que la conscience fasse retour sur elle-même. Donc la conscience, c'est quelque chose qui est un historique. C'est-à-dire que la conscience s'est émancipée de la praxis, en gros, et donc du coup, il attend qu'elle se ressaisisse. Donc on est dans un fil qui est finalement très hegelien, très téléologique, ça va arriver. D'ailleurs, on ne sait pas comment, mais ça va arriver. Et puis, le problème, c'est que, en gros, le cogito... non, mais d'ailleurs, après, tu as eu d'autres philosophies de la conscience. Mais... c'est bien la problématique, que la praxis accède à sa représentation, c'est bien ce qui pourrait nous arriver de mieux, quoi, hein, ça serait le socialisme. Donc, parce que ça serait l'organisation politique de la cité avec cette représentation. C'est pas la même chose de dire que la praxis devrait accéder à sa représentation et de dire qu'il y a eu une autonomisation de la conscience par rapport à la praxis. Parce que non, c'est le contraire. C'est le contraire de dire ça. L'autonomisation, elle a eu lieu justement pour pas, à un moment donné, mais c'était quelque chose de sans doute de pas, bien sûr, de pas
conscient, il n'y a pas eu de... Non, mais néanmoins, il y a... Ce que je voulais dire, c'est... Oui, tu as raison, j'ai inversé les termes. Ce que je veux dire, c'est que c'est deux choses différentes de dire qu'au moment si tu dis Descartes dans le texte, c'est deux choses différentes de dire d'un côté qu'il y a une conscience qui s'autonomise par rapport à la praxis, et c'est une chose encore... c'est une chose, et pour moi c'est différent de dire la praxis n'a pas encore accédé à sa représentation. Parce que la conscience, c'est pas que la représentation. Tu vois, c'est tout le reste aussi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des... je sais pas, prenons des gens, moi je peux parler des gens de mon milieu, mais il n'y a pas que, il y a aussi des ouvriers, d'autres gens, ils n'ont pas envie, quoi. D'ailleurs, ils en ont rien à foutre. Accéder, faire la transparence du procès de production pour expliquer comment ça fonctionne, et ça pourrait être un sujet intellectuel. Et déjà d'une, ça demande du temps, et il n'est pas certain que tout le monde veuille venir au chemin de la praxis le samedi après-midi. Et il y a aussi un problème, c'est qu'il y a des gens qui s'en satisfont, quoi. Et par exemple, qu'est-ce que tu fais des classes populaires qui se gaussent? Tout dépend peut-être leur bulletin de salaire aussi. Parce que... oui, mais tu sais, le problème, c'est que alors ça, pour le coup, c'est un gros problème. Si quelqu'un, effectivement, a une certaine aisance, on va dire, il est certain qu'il va moins avoir tendance à vouloir à voir l'intérêt et du fait et l'émancipation qui pourrait en advenir d'une réflexivité par rapport à sa praxis. Mais peut-être qu'effectivement, certains qui sont plus dans le besoin, peut-être également seraient plus intéressés. Et on est plutôt dans ce sens-là actuellement, quand même. On est dans ce sens-là, je sais pas si tu parles de... Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a du boulot à faire, quoi. Oui, il y a du boulot à faire, mais peut-être que justement le boulot, il n'arrive pas à être fait quand on fait de la conscience... Le moteur. Oui, une espèce de... oui, c'est ça, en fait, le moteur. C'est plutôt la praxis. En fait, mais non, mais tu fais du Hegel, tu fais de l'histoire, tu fais l'histoire de la conscience de soi, quoi. Non, parce que là, c'est un débouché social. Tu as un débouché... Peu importe, tu fais l'histoire de la conscience de soi. Il faut que la conscience arrive à elle-même. C'est une phénoménologie, non oui, pas d'esprit, mais une phénoménologie de la praxis, là. Donc on est dans un... Tu peux l'appeler phénoménologie de la praxis, mais je veux dire là-dedans, parce que tu défends Kouska, en gros, quand il dit ce qu'il dit là. Tu es d'accord avec lui, tu es d'accord avec l'idée qu'en gros, tu fais tiens l'idée qu'il y a un moment donné, il y a une classe qui s'est émancipée, une classe qui contient... Autonomisée. Qui s'est autonomisée. Mais cette autonomisation dont tu parles, si tant est qu'elle existait, moi je pense pas que ce soit si facile que ça, mais si tant est qu'elle ait existé, si tu veux, c'est pas juste une classe qui s'est autonomisée dans l'idée et dans le règne de l'administration du procès de production dans l'État et toutes ces années diverses par rapport au monde du travail, c'est que ça aussi, c'est une conscience globale, c'est un monde social, si tu veux, qui fait que le capital, c'est pas juste les exploiteurs, c'est tout le monde, quoi. C'est aussi l'acceptation, c'est aussi des formes de subjectivité. Et donc si un jour tu veux un renversement du capitalisme et que tu veux quelque chose qui s'appelle le socialisme, le communisme ou je ne sais quoi, tu peux pas imaginer que c'est juste la reconquête, que ce serait en fait redescendre la conscience. Parce que c'est justement ce mouvement capitaliste-là qui a provoqué l'émergence de la conscience en tant que telle. La conscience au sens moderne, cartésien, justement. Et donc si tu attends quelque part d'une conscience bourgeoise de se retourner sur elle-même, en fait tu vas te retrouver à avoir des membres du Politburo qui vont administrer le procès de production dans un socialisme rêvé. Mais aussi, tu comprends le problème ou pas? Oui, vaguement, mais comment... Non mais sans également, vaguement, effectivement, si tu fais en sorte d'ontologiser le capitalisme, même de manière inversée, comme tu fais. Et de cette manière-là, d'ailleurs, concomitamment, on a effectivement une forme de résidualisation finalement du travail fut-il abstrait, quoi. Donc à ce moment-là, effectivement, si tu fais ça, est-ce que tu tends pas à universaliser le capitalisme comme étant quelque chose, effectivement, de le rendre finalement ontologisant le
capitalisme, comment envisager sa sortie à ce moment-là? Parce que si tu en fais une espèce de démiurge ontologique, même inversé, comment tu sors de ce... Et surtout si avant tu as mis, expulsé, si tu veux, le travail comme un résidu du capital, finalement, parce que c'est ce qui est dit, que finalement c'est le capital, l'aliénation du capital créer finalement un travail qui sera abstrait. Alors je me demande comment tu ressaisis, comment tu peux faire que le travailleur puisse se ressaisir là, parce que si tu lui mets comme un démiurge ontologique le capital, et que tu lui dis que le travail finalement dont il est constitué normalement, parce que c'est ce que dit Marx au début, ce qui nous constitue, c'est quand même le travail. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Hein. Il dit pas ça nulle part. Non. Activité, bon, d'accord. Activité consciente, naturelle, consciente, spontanée, je sais plus quoi, un truc comme ça. Voilà. On est pas depuis 44. Dans ce que dit Kouskar, la praxis, c'est mieux déjà. La praxis, c'est la mesure de toute chose. Bon, effectivement. Alors comment ce travailleur-là, il peut se saisir, si tu veux, de ce qui le constitue, pour le mettre, effectivement, s'émanciper. Si le capitalisme est ce démiurge qui même résidualise finalement ce qui lui-même le constitue. Mais c'est vrai que, alors, le Kouskar, c'est vrai qu'il fait il est quand même il fait une ontologie, de la praxis, j'ai l'impression, mais par exemple, mais on en a parlé l'autre jour, effectivement, j'ai l'impression, moi, mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'il y a la lecture de ce livre-là, puis il y a les objections, mais donc des objections. Mais j'ai l'impression que si Kouskar effectivement fait une ontologie de la praxis, au moins certains marxismes font une espèce d'ontologisation finalement du capital. Non, alors qui J'ai l'impression. Moi Non, enfin, en général. Certains marxistes. J'ai l'impression qu'ils sont dans une... Il y a une autonomisation du capital, la logique du capital qui en soi pourrait donner une explication universelle, si tu veux, des choses. C'est ça qui est quand même... Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'est que justement, le fait de se référer à une volonté d'ontologiser la praxis, en réalité, et sans que tu le saches, consiste à ontologiser le capitalisme. C'est ça qu'on est en train de te dire. Parce que, non, mais moi je te dis que c'est à ça, parce que justement, quand tu dis ce que tu dis, ce que tu estimes, c'est qu'il y a eu une espèce de séparation à un moment, c'est connoté séparation, mais je veux dire, bon, séparation pas au sens de deux bords, séparation, on va dire, dans la conscience, entre une conscience qui serait la vraie conscience au travail, avec sa maîtrise, etc., et puis de l'autre côté une conscience... Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai compris, c'est justement le pré-capitalisme, finalement, même au sein de la féodalité, tu avais quand même le travail concret, un accès à un travail concret, quoi. Alors, je dirais peut-être pas travail concret, mais en tout cas, un travail concret, donc c'est le capitalisme, c'est avec le capitalisme qu'on arrive à un travail abstrait, donc aliéné. Non mais c'est faux. Le travail en général, donc qui serait une forme finalement de l'aliénation, d'après ce que j'ai compris, hein, pour certains. Pourquoi ce serait un délire? Ça serait un délire parce que une fois que tu as abstrait le travail, tu as catégorisé, si tu veux, tu as extrait le travail en tant que catégorie, tu ne vas pas revenir en arrière. Si tu veux, c'est comme si un pétard, une fois que tu l'as pété, tu vas tout remettre pour faire le pétard. Non, c'est pas ça que je dis, Fabien. C'est pas ça que je dis, c'est que... C'est à partir du moment où je dirais même le cogito, une fois que tu es passé à un sujet qui s'est autonomisé par rapport à la praxis, tu ne reviendras pas non plus en arrière. Quand je le disais, je reprenais le terme qui dit plus ou moins, mais du coup, après, là, on pourrait s'interroger sur ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, la conscience qui s'autonomise de la praxis?
Non, la conscience, là en fait, le comment... Si vous l'entendez, c'est comment... quand il dit je pense donc je suis, ça correspond à quelque chose, ou alors il a dit ça pour... il aurait dit ça pour rien. Avec Descartes, avec ce moment-là, il y aurait quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une bureaucratie, une administration, c'est pas nouveau, ça existait dans l'Antiquité. Mais là, ce sur quoi le Kluskar essaie de mettre le doigt, si je comprends bien, c'est qu'à ce moment-là, c'est en conscience, c'est plus spontané, c'est plus lié à des cosmologies, des mythologies, etc. Le pharaon qui est comme une espèce de dieu sur Terre, ou je ne sais quoi. C'est un être humain qui est là et qui prend conscience qu'il est capable d'aller de l'avant. Il est en conscience de lui-même. Il n'est plus juste un maillon de la société, éventuellement d'un empire, d'une bureaucratie, etc. Effectivement, je pense que c'est juste de dire ça, qu'à ce moment-là, l'être humain prend une certaine autonomie. J'ai du mal à suivre. Non, par contre, j'ai aussi du mal à comprendre ce que Kluskar dit de Descartes. Parce que la présentation qu'il fait de Descartes, à mon avis, elle est réductrice. Certes, le cartésianisme est un dualisme. On est d'accord. Il y a deux substances créées par Dieu. Une substance pensante, une substance étendue, la matière. Mais le principal problème du cartésianisme du point de vue de son anthropologie, c'est d'expliquer comment l'homme relève à la fois de l'une et de l'autre, il y a toute une théorie cartésienne de cette mixité, y compris dans des dimensions qui sont des dimensions qui ne parlent pas de la praxis, il ne faut pas exagérer, mais qui sont des dimensions qui intéressaient beaucoup l'époque, qui sont la dimension des passions. Comment les passions viennent aux hommes, par ces phénomènes d'interaction entre le mécanique, si on veut, et puis le spirituel. Or là, il ne parle pas du tout de ces questions-là. Il radicalise Descartes avec les deux substances, et il dit, voilà, chez Descartes, il y a un primat de la substance pensante, et donc ça, c'est le signe de la prise de pouvoir de la bourgeoisie, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Bon. Mais, d'abord, chez Descartes, la radicalité des deux substances, elle n'est pas si radicale que ça, si je puis dire. Et puis, primat de la res cogitans, Descartes a passé sa vie à étudier le mouvement des planètes, les phénomènes animaux, etc. etc. C'est un scientifique, à l'échelle de son temps, en plein dans les débats scientifiques de son époque. Pour moi, tout ça, on peut en discuter. On peut faire une interprétation de ce type de Descartes. On peut aussi, moi j'ai déjà vu ça, faire de Descartes un grand penseur matérialiste. On peut aussi faire de Descartes un penseur existentialiste. Parce qu'il y a je pense, je. Donc c'est subjectivité, donc expérience de la subjectivité, donc expérience de l'existence, donc la pensée n'est jamais qu'un moment de l'expérience de l'existence. Les existentialistes se sont appropriés Descartes. Dès que tout le monde s'est approprié Descartes. Sauf ceux qui vraiment avaient besoin de s'en passer, mais pour s'en passer, ils déploient des trésors d'efforts. Je pense à Heidegger, je pense à Hegel. Descartes est au cœur de la pensée heideggerienne, par exemple. Comme étant l'anti-Heidegger, celui qu'il faut l'homme à abattre. Nietzsche. Donc tout ça, d'accord. Par contre, moi ce que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est dans ces effets que la philosophie cartésienne
exprime et fonde théoriquement, et ça c'est très important, fonde philosophiquement l'idée d'une autonomisation, d'un désenchantement du monde, d'une autonomisation de l'homme, et ouvre la perspective d'un monde qui ne serait plus dirigé par la providence divine, mais par le progrès. Le progrès qui est bien le mot d'ordre majeur du capitalisme. Le progrès, faire en sorte que l'homme soit maître et possesseur de la nature, voilà, ça plaît aux capitalistes, ça plaît à cette classe. Parce que après, il y a les rapports de force. Il y a cette classe émergente qui prend le pouvoir progressivement, elle n'a pas fini de le faire, il faudra attendre encore un siècle et demi, mais elle va le faire. Et elle trouve du pain béni dans un mec qui, fondamentalement, l'objet de Descartes n'est pas d'élaborer une sorte de fondation idéologique de la société à naître, c'est de réfuter l'espèce de constellation d'arguments aussi diverses les uns que les autres qui sont invoqués pour maintenir la domination du dogme catholique sur la société, hein, on l'appelle comme ça. Et je crois que chez l'auteur de la somme théologique majeure de la fin du Moyen-Âge, qui s'appelait Jean-Baptiste Lulle, il doit y avoir quelque chose comme 500 preuves de l'existence de Dieu. Je crois que c'est quelque chose comme ça, dans ma mémoire, je crois que c'était ça. Bon, voilà. Donc on passait son temps à les réfléchir, etc. Et pendant ce temps-là, arrive un mec qui dit, attendez, halte là, aujourd'hui il y a quelque chose qui émerge, c'est une méthode. Une méthode qui consiste à construire les éléments d'une expérience à partir, non pas d'un texte de la Bible, ou d'un commentaire d'un texte de la Bible, mais à partir d'une praxis qui émerge. Et de ce point de vue-là, il est quand même d'une grande lucidité, parce que il fait confiance à Galilée, il s'intéresse à la cosmologie de son temps, qui est encore très fortement imbriquée dans une lecture religieuse du monde, mais lui, il sait très bien que ce qui est fondamental, c'est pas les efforts désespérés pour rattacher les constats qu'on fait sur le mouvement des planètes à un dogme quelconque, mais c'est bien la méthode qui permet de les faire et qui est le noyau de l'émancipation. Donc Descartes, il identifie ce noyau d'émancipation. À partir de là, il ne fait pas une théorie du progrès, mais il jette les bases de futures théories du progrès qui seront produites par des idéologues qui, eux, incarneront la classe, pour l'essentiel, la classe montante. Hein, et je pense que c'est ça l'apport de Descartes. Et je pense qu'il faut vraiment tordre Descartes pour trouver dans la lettre de disons, de son ontologie, les signes avant-coureurs, enfin, pas les signes, l'expression directe de l'émergence de la classe bourgeoise. Parce qu'il y a un tas de médiations qui fait que la philosophie de Descartes va devenir un fondement idéologique. Oui. Mais ça s'opère, c'est pas Descartes. Comprenez, il y a une petite chose, juste un petit truc. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Le fait est qu'il y a quelque chose. Moi, je ne me positionne pas par rapport à Descartes. Non, mais je sais bien. Il y a quelque chose. Non, mais je dis ça parce que je trouve que c'est quasiment mécaniste ce truc. Pour moi, Descartes, à la limite, tu dis ça, Descartes devait exister et devait écrire ce qu'il a écrit. Tel qu'il le transcrit. Il y a quelque chose que chez Kouskar, il y a quelque chose chez Kouskar dont on n'a pas parlé, mais c'est la vénalité des charges. Pour lui, c'est important, c'est l'émergence de la bourgeoisie de Rhodes et d'Apollène. Alors ça, il en parle énormément. Et en fait, là, on parlait du je pense, donc je suis cartésien. Qu'est-ce qui se passait avant la vénalité des charges?
c'est que les charges, donc le pensée, si tu veux, étaient héréditaires, de par ta lignée, tu héritais parce que tu étais monsieur le vicomte, parce que tu étais monsieur le baron, etc., d'une charge. Oui. Donc c'était finalement, au lieu d'être je pense, donc je suis, c'était je suis monsieur le vicomte, donc je pense, j'ai les charges. Là, avec Descartes, il ne faut pas oublier que Descartes, la famille de la mère de Descartes possédait donc une office, avait acheté, si tu veux, les charges d'une office. Donc il est tout à fait dans ce bain-là. Et donc, à ce moment-là, tu passes d'un moment où tu étais je suis monsieur le vicomte, donc je pense, à finalement quelque chose, finalement, une certaine autonomisation et une forme de conquête. Il suffit que de penser, et pas seulement de penser, parce qu'il faut acheter la charge. Mais pour avoir la possibilité de penser. C'est-à-dire que le je pense, donc je suis, il faut l'inscrire, si tu veux, d'après Kouskar, dans tout un réseau, si tu veux, qui sont délivrés par l'histoire de France, en l'occurrence, qui, effectivement, pour des raisons, parce qu'ils voulaient jouer les bourgeois, Louis XIV voulait jouer, ou Louis XIII voulait jouer les bourgeois contre les nobles, etc. Puis après, donc les mecs d'ailleurs c'est un peu, je crois, l'histoire qui arrive après, c'est-à-dire que les types se sont dit, bon ben voilà, c'est arrivé, quoi. Je pense donc je suis, et on va vers, comme il dit, une monarchie constitutionnelle, avec des bourgeois qui prennent le pouvoir. Mais en fait, il a fait marche arrière, et puis il a joué encore l'autre dans l'autre sens. Néanmoins, il lie ça d'un point de vue historique, si tu veux, à effectivement ce pouvoir culturel que, même momentanément, la bourgeoisie a pu prendre. Mais ça je veux bien, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre Descartes dans tout ça? Descartes, mais non, mais il illustre parfaitement, quoi. Illustrer, ça veut dire exprimer, ça veut dire remettre. Est-ce que pour toi, illustrer quelque chose, ça veut dire que ça l'exprime, ou est-ce que ça veut dire que c'en est le porteur idéologique? C'est ça que j'ai compris. Il est la quintessence emblématique de toute cette transition, quoi. Mais attends, tu sais que Descartes, sa méthodologie, sa méthode, quoi, c'est peut-être ce qui permet de développer les moyens de production et de sortir du capitalisme aussi. Oui, non, mais il ne s'agit pas de dire que c'est... Attends, il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, et revenons au féodalisme. On est bien d'accord que c'est un progrès, mais une fois ce progrès arrivé, les mecs se disent, bon, c'est bon, c'est arrivé, on remonte le pont-levis. On ne fait pas monter les autres. C'est ce que dit Kouskar. Il y a un pouvoir culturel mondial qui se crée et qui perdure finalement jusqu'à... Mais du coup, le pouvoir culturel mondial, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Hors lettre et le code, parce que lettre et le code, on l'a un peu lu, on voit ce que c'est. Enfin, moi je l'ai lu, mais il y en a qui l'ont un peu lu, et on peut voir en quoi ça peut consister. Mais globalement, c'est quoi le pouvoir culturel? C'est la solidification de l'état rationnel hegelien? C'est ça le pouvoir culturel qui administre la société avec un code civil, etc. C'est quoi contrairement au pouvoir culturel? C'est le pouvoir finalement de la connaissance, quoi. La connaissance qui d'ailleurs est une charge qu'on achète, quoi. C'est-à-dire la connaissance, le fait d'avoir ça, c'est quelque chose que tu achètes et effectivement qui te donne le pouvoir, puisque tu es possesseur des charges. Mais ce qui va déterminer le pouvoir du capital, de la bourgeoisie capitaliste, on va dire de façon nette et voilà, on va dire à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas la maîtrise de la connaissance, c'est le fait d'avoir accumulé de l'argent, d'avoir des titres en bourse, un peu moins qu'après d'ailleurs, mais déjà. C'est le fait d'avoir des esclaves, de pouvoir réaliser de l'accumulation primitive, voire de l'avoir déjà actualisé, et que le système, justement, de la vénalité des charges et de toute une série d'autres choses, au fait que, effectivement, on peut acheter des choses, et elles ne sont plus uniquement de façon héréditaire, mais précisément, ça veut dire que tu peux, comme Bernard Arnault ou je ne sais qui, filer à ton fils ce que tu as déjà accumulé, qui a été volé par les générations antérieures, et ça ne se fait pas sur une maîtrise de la connaissance.
c'est pas du tout l'objectif de la connaissance, c'est au contraire, justement, c'est le fait que tu n'as même pas besoin, qu'au contraire, justement, au contraire des artisans, par exemple, qui étaient des gens qui maîtrisaient le travail intellectuel et le travail manuel, qui avaient une activité téléologique réelle. Le travail, c'est ça, c'est une activité téléologique dont on mesure le caractère téléologique parce qu'on produit quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment la mise en commun d'une capacité de faire et puis d'un plan de quelque chose de prévu. Et justement, quand tu vas avoir le moment du capitalisme, c'est le moment où dans les corporations qui maintenaient un certain niveau de qualité du travail, qui faisaient aussi que ça encore ça s'explique d'un point de vue matérialiste, c'est parce qu'il n'y avait pas 36 000 personnes qui savaient faire les choses, que les villes ne communiquaient pas encore super bien, que tu n'avais pas eu forcément autant de routes que maintenant en France, et donc il fallait que les gens gardent la capacité de faire des choses pour pouvoir garder un savoir-faire. Le moment où justement les corporations vont être mises en difficulté par les manufactures naissantes, c'est là que tu vas avoir justement une paupérisation du travailleur, que le mec qui gère va devenir juste un économiste en gros naissant, que du coup tu vas avoir après la naissance d'une science qui s'appelle l'économie, qui est la science de la gestion des richesses avec toutes ses contradictions. C'est le moment où les artisans vont être jetés dans le prolétariat parce qu'ils devront en fait après avoir des gens qui vont les financer pour ce qu'ils font. Donc tu vas avoir des mathématiciens, tu vas avoir des mecs qui vont faire la chapelle Sixtine, et les autres, ils vont perdre leur savoir-faire. Donc c'est pas la genèse d'une autonomisation de la connaissance, c'est au contraire la perte d'un savoir-faire au nom de la quantité. Donc je vois absolument pas en quoi est-ce que c'est la prise de pouvoir par la connaissance et par ils ont le pouvoir économique, mais la bourgeoisie n'a pas le pouvoir politique, puisque la bourgeoisie, tu sais bien que c'est toujours, on est toujours sous la féodalité, et qu'il y a des blocages. L'octroi, par exemple, empêche la libre circulation des marchandises. Le fait que les compagnons ne puissent pas avoir plus de 10 ouvriers, etc. On est d'accord. Donc, pour changer ça, tu es bien d'accord qu'il faut avoir le pouvoir politique. Si tu n'as pas le pouvoir politique, eh bien, tu as un pouvoir économique, mais tu ne peux pas. Politique apparaît. Tu ne peux pas vraiment déployer ton pouvoir économique. Donc, il faut faire sauter le bouchon, et pour pouvoir, il le dit d'ailleurs, instituer une monarchie constitutionnelle, et donc permettre le libéralisme. Parce que, effectivement, aussi après, tu as Descartes, on va dire un sujet sans praxis, mais après tu vas avoir des gens comme Mandeville, auquel s'opposera Rousseau, maître de Kruskar, et qui lui prône exactement le contraire, c'est-à-dire une praxis sans sujet, c'est-à-dire une praxis... Une praxis sans obstacle. Il faut absolument laisser les désirs se réaliser sans qu'il y ait le moindre... Alors finalement, tu juxtaposes un sujet sans praxis à une praxis sans sujet. Donc, alors que donc ça, je pense que ça, c'est un pouvoir politique qu'il cherchait à acquérir comme il l'avait acquis en Angleterre. Bon, c'était l'idée... Oui, mais le pouvoir politique, il est précédé d'un pouvoir économique. C'est-à-dire que le pouvoir économique... Mais il ne peut pas s'exprimer. Oui, mais donc c'est le pouvoir économique et le fait que les manufactures aient pris le pas sur les corporations, bien avant, le fait que tu aies une propriété... mobilières qui prennent le pas sur une propriété immobilière, le fait que tu te retrouves avec des gens qui vont faire travailler des fermiers sur leurs terres et que les fermiers vont accumuler plus d'argent et de maîtrise justement et des moyens de production qui vont faire qu'à la fin les mecs, leur propriété foncière, en fait, du fait d'être puissants face à eux, en fait, ils vont se retrouver tenus par les couilles par les gens qui ont le pouvoir. C'est ça en fait qui va faire qu'à un moment donné, si la nation va pouvoir se constituer et puis émerger, eh ben, il va falloir qu'elle libère sur le plan intérieur un certain nombre de choses, parce que sinon ça veut dire que tu te fais niquer par les autres pays, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas de différence entre le libéralisme et le protectionnisme, parce que Emmanuel Todd ne comprend pas, par exemple, aujourd'hui. Et que Marx t'explique déjà quand il fait l'histoire de pré-capitaliste. Mais c'est pas le pouvoir politique qui prime. Le pouvoir politique, en fait, il intervient au moment où il n'y a plus t'as plus d'autres moyens de faire autrement, quoi. Et tout ça, ça n'a pas à voir avec un pouvoir avec une prise de pouvoir des classes des intellectuels, quoi. Ça dépend aussi d'un édit, en l'occurrence c'est l'édit. Ou alors le mot intellectuel, c'est pas ça. Moi je crois que, alors peut-être que je ne connais pas suffisamment Kruskar, je me trompe peut-être complètement, mais je crois que ce dont on parle, c'est de la question que Gramsci appelait la question de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce point-là, c'est autre chose. le rapport, l'hégémonie culturelle, c'est l'ensemble des rapports qui permettent de la reproduction de l'hégémonie économique par le bout des représentations. Bon. Là-dedans, il y a des agents dédiés, qui sont différents selon les sociétés, qu'on appelle des intellectuels organiques, qui occupent une place dans la société et qui produisent une certaine forme de travail. Ils ont leur propre praxis, dont la finalité, c'est de servir et de reproduire au niveau des consciences, si tu veux, au niveau idéologique, le système de domination capitaliste, et y compris d'accompagner ces transformations pour maintenir la cohérence d'un système qui est en mouvement permanent. Donc, question, alors ça, c'est pas une prise de pouvoir des intellectuels, c'est tout simplement un rôle spécifique de couche intellectuelle donnée dans un système global qui est, pour moi, dominé fondamentalement par les rapports économiques. Voilà. Par un dispositif juridique particulier, la pénalité des charges, par des lois, je pense au problème des enclosures en Angleterre, qui est à la même époque, des lois qui font que tout d'un coup, on libère des masses considérables de gens qui vont aller vers la ville, parce qu'ils crèvent de faim à la campagne, et qu'ils vont être le pain béni des premières manufactures en Angleterre, tu vois. Et ça, ces lois, elles sont faites par des intellectuels organiques, par des mecs qui produisent, dont le boulot, c'est de produire ça. Il y a des philosophes qui sont des intellectuels organiques. Mais alors après, pensons, quand même, essayons de penser raisonnablement, de façon construite, documentée, informée, le rôle spécifique d'un type comme Descartes dans tout ça. Je ne pense pas que ce soit purement dans sa métaphysique et dans sa théorie des deux substances et de l'union de l'âme et du corps, et dans la théorie des passions, qu'on va trouver la fondation idéologique de la bourgeoisie. C'est bien plus compliqué que ça, et je dirais qu'à la limite c'est totalement anecdotique. Il y a d'ailleurs, au XVIIe siècle, des gens qui, du point de vue idéologique, sont beaucoup plus avancés vers la fondation idéologique de la bourgeoisie que les cartésiens. C'est les libertins. C'est les matérialistes du XVIIe siècle, c'est les libertins qui sont déjà des adeptes déclarés de la liberté du commerce et de l'industrie, presque anti-royaux, complètement fervents de la montée. Parce que dans son bouquin, il parle beaucoup des sympathies entre les jansénistes et la montée de la bourgeoisie, mais n'oublions pas les libertins. N'oublions pas les libertins, parce que c'était un sacré courant, qui était complètement étouffé, écrabouillé, etc. Mais c'était un sacré courant de cette époque, et qu'on redécouvre timidement aujourd'hui, parce qu'il a été complètement refoulé par le processus idéologique interne de la structuration des études, notamment philosophiques, mais pas seulement, civilisationnelles, dans ce pays. Les sciences humaines ont passé leur temps, mais avec qui parle Descartes? Avec un mec qui s'appelle Gassendi, c'est un matérialiste. Et c'est le principal interlocuteur de Descartes avec le père machin. Bon, voilà, donc vous voyez, ça veut dire qu'il reconnaît dans ces courants-là, lui, des interlocuteurs. Bon. Après, je crois que ça c'est important parce que il y a toujours souvent chez Kluska, une tendance comme ça à enrôler un peu rapidement sous la bannière de sa démonstration des gens qui ont un rapport avec, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport, mais cherchons-le ailleurs, le rapport. Cherchons-le dans les effets même du cartésianisme. Oui. Et les effets du cartésianisme, ils sont multiples. Bien sûr que la bourgeoisie va trouver dans le cartésianisme une source de courant
qui vont être des courants d'autonomisation de l'individu, qui vont être des courants de valorisation de la technique, valorisation de la science, à une époque où tout ça, ça va dans l'intérêt de la bourgeoisie. Descartes, quelque part, c'est le fondateur, pas seulement lui, c'est le fondateur de l'encyclopédie. Et l'encyclopédie qui est un monument de la bourgeoisie, quand même. Monument intellectuel de la bourgeoisie. De ce point de vue-là, c'est simplement sur... Tu vois, l'explosion des sciences, c'est quand même hyper importante. Alors du coup, moi, je vais quand même dire des choses que... par rapport à tout ça, par exemple, la construction, alors Newton, Descartes, du temps, de la projection, alors aussi, j'en reviens aussi au système de représentation de la projection symbolique, avec un point de fuite, une construction à un seul temps, sur lequel tout est agrégé et organisé. Projeter un temps unique, etc. Tout ce système-là, qui est remis en cause par Einstein et la physique contemporaine. Donc c'était un espoir de se dire que s'il y a un formalisme comme ça qui a changé, puisque l'autre formalisme capitaliste, lui, moi je ne le vois pas ailleurs que sur ce temps, projeter ce temps unique. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu... mais il y a peut-être d'autres, hein, mais je le vois que dans la projection d'un futur. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'un futur, du plus dans le futur. Je veux plus dans le futur, comment je fais dans ma logique pour avoir plus dans le futur. Le capitalisme... Pour l'instant, je ne vois pas autre chose. Hein, enfin, s'il y a autre chose, vous allez la le dire. La dimension idéologique du capitalisme au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XIXe aussi, elle s'appuie sur une vision du monde, qui est une vision du monde d'expansion continue, de progrès continu, fondée sur des lois régulières, régulières c'est une répétition, c'est une vision mécaniste, voilà. D'où ils vont tirer l'argument de leur propre naturalité. Le capitalisme, c'est l'ordre des choses. Et puis finalement, Hegel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'État, c'est l'esprit absolu, c'est-à-dire la fin de l'histoire, parce que c'est le capitalisme, c'est l'État bourgeois, l'État hegelien. Voilà. Mais le capitalisme, ça c'est le capitalisme du 19e siècle. Le capitalisme aujourd'hui, est-ce que il n'est pas en train de tirer argument pour une auto-naturalisation dans l'évolution actuelle de la science, les technosciences, je sais pas, je pense qu'il y a aussi des tentatives comme ça. Le capitalisme, c'est une éponge qui absorbe l'actualité. C'est un accumulateur de valeur. Comment? C'est un accumulateur de valeur, bien sûr. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a des temporalités qui naissent. Et par exemple, dans l'informatique, la révolution informationnelle et le fait que aujourd'hui tu puisses plus faire une thèse sur la numérique, enfin une thèse en droit numérique sans qu'au moment où tu as fini ta thèse, elle soit déjà invalidée par les progrès qu'il y a eu. Ça c'est d'autres temporalités. Et le capitalisme, il s'adapte à ces choses-là parce que précisément, il s'adapte à tout. Mais le problème, c'est qu'il reste le capitalisme, c'est-à-dire que ça reste un accumulateur. Et qu'aujourd'hui, un des problèmes qui se pose, c'est que plus personne ne peut acheter, quoi. Donc il faut faire du crédit, et ça va... Puis même si tu peux te dire... Aujourd'hui, en 2008, on a sauvé les banques, on a sauvé le capitalisme mondial, en sachant très très bien qu'il fallait le sauver parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Enfin, en tout cas, les gens qui l'ont sauvé, mais qui savaient très très bien aussi que la prochaine fois, ce sera encore plus difficile de le sauver que de le sauver là. Et c'est que ça, le capitalisme, de toute façon. Et puis, il y a aussi le fait, on parlait... Par exemple, le capitalisme, il y a quand même des points de raccord avec ce qui s'est passé au temps de Descartes. Par exemple, là, en l'occurrence, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour l'avoir, il a fallu détruire un monde, c'est-à-dire qu'il y avait le monde de l'après-guerre, où il y avait la France républicaine, etc., des valeurs, etc. Il a fallu détruire tout ça. Donc il y a bien, si tu veux, le capitalisme, il a besoin... pour se réaliser quand même de détruire l'ancien monde. Et le détruire aussi
l'ancien monde de l'idéologie également, quoi. Donc on a remplacé effectivement ça par le libéralisme libertaire, comme Kouskar l'a bien expliqué, quoi. Donc c'est effectivement le... Enfin, une libertaire, oui. Moi j'aime bien aussi ça, mais si tu veux, il faut faire attention à ce que faut faire attention à ce que les formulations comme ça, avec un mot et puis son complément, annihilent la dialectique, quoi. C'est-à-dire que libéralisme et libertaire, en fait il y a libéral et anti-libéral, et puis c'est-à-dire sur le plan économique, et puis il y a libertaire et non-libertaire sur le plan des mœurs, et puis on pense que libéralisme et libertaire, ce serait libéralisme il faut bien des modèles, libertaire du point de vue des modèles, mais ça se passe pas comme ça, je veux dire, il faut bien... Oui, aussi, alors tu as l'autre côté, alors si tu vas dans l'autre sens, si tu veux, par exemple d'un type comme Edgar Morin aussi, qui va te faire une théorie de la complexité, vous avez compris, c'est toujours plus complexe, etc. Il y a des modèles logiques quand même sont importants pour comprendre, pour avoir l'intelligibilité d'une époque, quoi. Bon, je pense que Kouskar, suivant là apparemment Hegel, donc reprend ce projet aussi. Ça, non mais c'est vrai. Mais le truc et un truc que Kouskar comprend pas. Et sans doute que Kouskar pourrait peut-être te répondre que est-ce que si tu ne fais pas ça, est-ce que tu ne réintroduis pas ce qu'il appelle des résidus transcendantaux dans le process et qui te donne une inintelligibilité du processus. Alors moi je peux répondre à ça, mais après c'est peut-être pas le sujet, mais je veux dire, je sais pas, peut-être que nous pourrons en discuter, mais moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Mais je suis pas d'accord du tout par exemple avec l'idée que aujourd'hui ce qui règne, ce serait le libidinal des marchandises, libidinal, ludique, marginal, que ce serait l'éclate pour les bobos de centre-ville, et puis qu'à côté de ça, vous auriez les travailleurs, dont plus personne se fout, qui aurait eu cette fameuse forclusion de la praxis, qui serait en gros, on cache le producteur vulcain, et puis on exalte un artiste. C'est bien pourtant ce qui se passe actuellement. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est entièrement faux, mais les cadres de centre-ville sont hyper névrosés. Les bobos de centre-ville avec qui j'habite dans le 19e, ils n'arrivent jamais à l'heure chez qui et puis ils sont pas bien. Tu dis toi-même que la matrice du travail de Kouskar, c'est les années 80. Mais voilà. Et qu'on est dans les années 2020, presque. C'est-à-dire qu'il s'est passé un certain nombre de choses, et qu'il y a une paupérisation qui s'opère chez ceux dont Kouskar nous parlait dans les années 80. Ça moi, je le mesure. Bien sûr. Je le mesure aussi familialement. Mais de toute façon, mais c'est intéressant en même temps, tu vois, parce que on ne fait jamais que la théorie de son époque. On pense ce qu'on veut des Gilets jaunes, mais néanmoins, bon, ce qui se passe là sur les ronds-points, on voit bien de par les discours. Il n'y a plus de ronds-points. De par les discours des gens, effectivement, c'est le monde du travail qui essaye de se faire entendre. Ouais, c'est ce monde du travail-là. Tous les malentendus possibles, je suis d'accord, mais néanmoins. Si ce monde du travail-là, il produit plus-value, c'est-à-dire que les gens qui portent la société capitaliste, c'est les cadres. Si les cadres, tu les as pas, et ben tu pourras pas. Ça va être l'armée fasciste des Versaillais d'aujourd'hui qui va les Gilets jaunes. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton Kouskar, il te permet pas de comprendre comment tu peux faire l'alliance entre ces gens-là, parce que Kouskar, il te dit, ces mecs-là, ils pensent qu'à baiser, etc. Et ils sont dans les centres-villes, et puis il y a les autres qui bossent qui sont des vrais. Et déjà d'une, c'est pas vrai, ils baissent plus beaucoup, et puis en général, quand ils baissent, c'est très mécanique, c'est dans le trou de la serrure, et il se passe plus grand-chose de super bien chez tous ces bobos vulgaires qui sont dans le non-sens absolu, qui se torchent le cul avec de la soie, et puis ils écrivent avec leur merde en pensant que ça fait de l'art. C'est pas des gens qui vont bien, je veux dire, moi je connais très bien ce milieu-là, ils vont pas super bien, ils vont beaucoup moins bien que les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, ils sont connectés à une série de choses. Seulement, le problème, c'est que ils servent plus à rien, les Gilets jaunes, dans la société contemporaine. Et donc c'est pour ça qu'ils se révoltent. Et si tu utilises Kouskar comme un bélier de l'un contre l'autre, et que tu dis, moi j'ai envie que les mecs qui votent Macron, de toute façon il y a des gens qui votent Macron qui sont Gilets jaunes. Et t'as une bonne partie des gens qui sont cadres, ou qui sont, je sais pas, moi je pourrais parler de moi ou de ma famille, de mes petits frères, enfin les mecs, ils ont réussi à l'école, ils sont cadres, ils sont informaticiens, ils vont devenir chefs de projet, je sais pas quoi. Et si il n'y avait pas des
de la philosophie stalinienne et transcendantale qui était là pour taper sur la gueule de ces gens-là en disant vous êtes des mots de merde, bah, peut-être qu'il y aurait eu des possibilités de s'approcher de ces gens-là, parce que la CGT aujourd'hui, quand elle essaie de rentrer chez les cadres, et qu'elle essaie de trouver comment faire pour en conquérir, bah, elle n'est pas aidée par Kouskar, hein, ça je peux te le dire. Ouais, mais, non, mais le problème c'est... Et pour fédérer quoi. Le problème c'est est-ce qu'on est d'accord sur le constat des impasses actuelles, et puis est-ce qu'on est d'accord que pour arriver à une certaine forme d'intelligibilité du monde. Voilà, bon, c'est ce que, à mon avis, propose Kouskar. Oui. Il y va également, il y va par effectivement de faire intervenir la centralité de la praxis et après de faire tout son montage logique, etc. Après, bon, alors comment s'en saisir, par quel bout, ça, moi je suis pas, je ne sais pas non plus, j'en suis au même point que tout le monde, quoi. Mais néanmoins, il faut quand même, comment dire, que c'est quand même une démarche quand même assez intéressante, quoi, et à mon avis, de ce point de vue-là, aujourd'hui, pour la société d'aujourd'hui, qui n'a pas vraiment de travail... c'est un cheminement con quand même sur une génération. Oui, mais c'est pour ça qu'il est... Moi Kouskar, c'est ça. Hein. Si tu lis pas Kouskar, tu comprends pas en France ce qui s'est passé depuis la guerre jusqu'à milieu des années 80. Jusqu'à l'émergence de la deuxième droite, par Garnier et Jeanne Hofer, et tu comprends pas, et puis voilà, enfin, je veux dire, tu comprends pas. Et puis surtout, la critique qu'il fait en tant que sociologue de tout un courant, et tout, elle est décisive, mais là, il y a des préventions, si tu veux, ontologiques, qui, du coup, se retrouvent à te bloquer. C'est-à-dire que ce qui peut, dans certains moments, t'aider à comprendre des choses, en fait, il y a des moments où en fait, tu les utilises comme des béliers. Peut-être que tu aurais présenté ça à des paysans de l'époque, ou des gens qui travaillaient comme compagnons, peut-être qu'ils auraient acquiescé à la validité de l'analyse là. Je veux dire, compagnon je partage ce que tu dis, mais je pense qu'il y a dans l'analyse sociologique de Kouskar un angle mort. C'est l'évolution de la classe ouvrière. C'est-à-dire que j'ai encore été surpris de ça en lisant le bouquin qu'il a fait sur la dictature du prolétariat, la communisme. Lettre ouverte aux communistes. Lettre ouverte aux communistes. Où je me disais, mais putain, mais j'ai connu cette époque, j'étais immergé dans le monde ouvrier, parce que j'étais responsable, CGT, j'étais élu, je côtoyais des mecs des syndicats, etc. tous les jours. Moi j'étais moi-même syndiqué, mais dans une branche de fonction publique, donc c'était un peu différent. Mais comme on avait créé un organisme de travail avec les CE, c'était l'époque des lois sur les CE, 81, 82, 83, 84, je tournais dans toutes les usines de l'Est de la France pour aller analyser les comptes, etc. Je rencontrais des mecs. Donc je me disais, mais de quoi il parle? Parce que il parlait de comme si la classe ouvrière de 1977 était celle de 1967. Or, j'ai aussi connu la classe ouvrière de 1967, parce que mes parents étaient ouvriers. Eux étaient les héritiers de 1936, de la résistance. On était ouvriers français. Voilà. Chez moi, tu rentrais chez moi, on était ouvriers français. En même temps, on avait l'ambition que les enfants fassent des études, et demain ne soient plus ouvriers. Parce qu'on se disait, c'est quand même pas une situation. Mais on était ouvriers. Voilà. Et on était fiers de ça. En 1977, c'est pas qu'on n'en était pas fiers, mais il y avait une crise profonde du monde ouvrier, idéologique, hein, mais liée à une crise économique aussi. C'est l'étape sur l'industrie, c'est le début du démantèlement de la grande industrie en France. C'est pas le début d'ailleurs, c'est une phase importante. C'est une phase d'extension du consumérisme dans le monde ouvrier par le biais du développement effréné du crédit, y compris avec un tas de gens qui, 2 ans après, se retrouvent au chômage et ne peuvent plus payer, on leur prend tout, etc. Parce qu'il y avait des situations calamiteuses, hein, tu vois.
c'est le début de la révolution libérale, avec tout ce que ça suppose, y compris sur le plan politique. Et lui, il parle de quoi? Il parle de la conservation des valeurs ouvrières, qui sont celles de mes parents, pas celles de 77, pas celles de 77. Mais 68 et... Moi j'ai vu en 77, vous savez, je tournais dans les CE. En tournant dans les CE, je rencontrais les élus au CE. Les élus au CE, ils étaient convertis à l'économie du CE. Ouais. Vous voyez, il y a eu des droits qui ont été ouverts, et ça s'est vu encore plus avec l'arrivée de Mitterrand, et puis, etc. Il y a eu des droits qui ont été ouverts, qui ont fait monter dans les instances syndicales des gens qui sont devenus autre chose que des militants de la CGT. Tu vois, mais en même temps, qui continuaient à se comporter dans la CGT avec ce qu'ils devenaient, avec les comportements qu'ils acquéraient. Bon. Et est-ce qu'ils étaient payés pour... Est-ce qu'ils Non, étaient payés pour leur non, fonction ou... non, mais on crée des situations objectives où ils se trouvaient dans d'autres responsabilités. On n'était plus dans des rapports de confrontation, on était dans des rapports de collaboration avec le patron. Tu vois, et même si des fois la collaboration elle se terminait par des coups de poing dans la gueule, moi j'ai vu ça. Hein. Et puis dans le même temps, tu es à 77, alors côté PC, on absorbe on peut dire des milliers de militants extrêmement... La crème des militants passe dans les municipalités. Et on les met en situation de gérer les municipalités. Ça change tout. Ça change tout d'abord parce qu'il y en a certains qui ont envie, il n'y en a pas beaucoup, à l'époque il y avait encore l'espèce d'arrosage qui m'a fait dans les pouvoirs locaux. Mais après, on se dit, au bout de quelques temps, bon, tout le monde est parti, puis en 81, on se dit, merde, il n'y a plus personne à l'entreprise. Oui, tu as une partie des bons mecs qui dirigeaient tout, qui sont montés dans les CE, et une autre partie qui est partie diriger les villes. C'est une réalité, ça. Et puis à la base, tu as des mecs qui voient le crédit se développer, accèdent facilement à la propriété, accèdent facilement à l'achat d'une bagnole. Avant, c'était pas si simple que ça. Encore en 67, 68, 69, je peux vous dire qu'avant 68, acheter une bagnole, c'était... Et puis c'est aussi les effets de 68. Absolument. C'est aussi les effets de 68. Le capitalisme, après 68, il a compris qu'il fallait booster, que c'était une condition de son propre développement, que de booster le développement du crédit, mais que c'était aussi un levier d'intégration par la consommation. Et il y avait du nouveau marché. Communiste, tu as l'impression qu'il défend un truc qui n'existe déjà plus.